Bonjour tout le monde, bienvenue à ce groupe de connaissances sur la sexualité féminine qui s'appelle Un peu beaucoup à la folie. Je me nomme Zoé Vorantoni, je suis sexologue clinicienne et psychothérapeute au CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, installation Lucie Bruno, invitée ici par Moi Lépinière et Motricité Québec pour vous parler de la sexualité. Pour la présentation d'aujourd'hui, on va regarder premièrement la blessure médulaire et vous, quelques définitions. La réponse sexuelle en l'absence de lésions médulaires, simplement dans l'idée de mieux comprendre à la base le fonctionnement de la fonction sexuelle, puis ensuite tirer des parallèles selon vos blessures médulaires qui évidemment sont spécifiques à chaque individu. La réponse sexuelle ensuite qui peut être modifiée par la blessure médulaire selon les différents types et niveaux lésionnels pour peut-être mieux comprendre les affects que vous pouvez avoir au niveau de votre propre fonction sexuelle. Ensuite, parler de l'image corporelle, comment elle peut être affectée ou changée suite à une lésion médulaire. Les aides techniques disponibles pour aider à mieux pallier aux difficultés et plus vous épanouir au niveau de votre vie sexuelle, ainsi que regarder les questions les plus fréquentes que je reçois dans mon bureau. Alors, la première partie, la blessure médulaire et vous, vraiment pour amener une réflexion à comment vous êtes affecté au niveau de votre intimité et de votre blessure médulaire. Avant de débuter, quelques définitions pour mieux comprendre ce à quoi je fais référence lorsque je parle de la sexualité. Premièrement, la lubrification vaginale. Un terme peut-être qu'on connaît ou qu'on réalise en tant que femme lorsqu'on en a ou est insuffisante. Par contre, il s'agit réellement de l'engorgement de sang des organes génitaux, donc clitoris, les petites lèvres et canal vaginal. Souvent, on pense uniquement à la lubrification et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du canal vaginal, mais en réaction à un stimuli sexuel. Il est intéressant que ce stimuli soit psychogène ou physiologique. Cette tumescence, donc cet engorgement de sang, provoque de la transsudation à l'intérieur de la cavité vaginale et c'est cela qui est la lubrification. Donc on peut penser à lorsqu'on rougit, le sang monte à notre visage, on a chaud. C'est un peu la même chose qui arrive au niveau de la cavité vaginale, mais évidemment, donc cette chaleur-là, cet engorgement de sang va apporter la transsudation des parois vaginales, mais c'est évidemment pas de la sueur équivalente à de la sueur dessous le bras. Alors il ne faut surtout pas s'inquiéter, surtout pour les caresses bucco-génitales. Et à savoir, une infime partie de cette lubrification est assurée par des excrétions des glandes de Bartholin. Mais souvent, on pense que la majorité de la lubrification provient de ces glandes, mais c'est en fait une minime partie, presque négligeable. Donc, la stimulation réflexe, important à savoir, surtout lorsqu'on a une blessure médulaire, parce qu'il y a deux grandes parties à notre réponse d'excitation sexuelle. Donc, le corps peut réagir soit à une stimulation réflexe, qui résulte d'un contact direct avec les organes génitaux, et prend donc son origine au centre réflexe, situé à l'extrémité intérieure de la moelle épinière. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est lorsqu'on se fait caresser directement la vulve, on va provoquer cette stimulation sexuelle ou cette réponse réflexe d'excitation sexuelle, et donc provoquer la lubrification vaginale et l'engorgement des organes génitaux sans que ça aille à passer par l'analyse du cerveau. Donc, des fois, on pourrait lubrifier ou ressentir une excitation sexuelle lorsqu'on se fait laver, certains attouchements peut-être par des préposés, sans se sentir dans un contexte érotique et ça serait tout à fait normal. La stimulation psychogène, tant qu'à elle, ça résulte des pensées érotiques, des fantasmes, de stimulation visuelle, auditive, olfactive, ou même des caresses, mais hors zone génitale. Donc, le fait de se faire caresser le bras, si on le ressent, des petits becs dans le cou, de regarder un film qui nous excite, peut amener cette excitation génitale et prend son origine au niveau du cerveau. Donc, doit descendre le long de la moelle épinière pour arriver à créer l'excitation sexuelle. À noter, qui est intéressant, selon le niveau lésionnel, il est possible que même en l'absence de toute sensibilité des organes génitaux, le désir sexuel ou les caresses vaginales provoquent une sécrétion vaginale. Donc, ce serait possible sans nécessairement le ressentir, donc avoir des atteintes au niveau sensitif et que ce soit par excitation psychogène ou par excitation réflexe de provoquer une réaction au niveau de la réponse sexuelle. Allons voir un peu plus loin comment ça. Et devant cette réponse d'excitation, souvent plus fragile due à la lésion médulaire, on va aller comprendre un peu plus pourquoi. Donc, si jamais votre lubrification naturelle est insuffisante, il suffit de compenser par l'utilisation d'un lubrifiant artificiel. Ici, je rajouterais, mesdames, sur le marché, les lubrifiants les plus populaires sont souvent ceux qui sont à base d'eau, qui souvent au toucher ont un toucher plus naturel, qui ressemble davantage à la lubrification naturelle. Par contre, à force de frottement, a tendance à devenir extrêmement collant. Donc,
quelque chose que vous pouvez essayer si vraiment la lubrification elle est insuffisante, c'est d'utiliser davantage un lubrifiant à base de silicone qui fait davantage comme un petit film. Si vous avez déjà utilisé des crèmes à main à base de silicone qui nous font comme un petit film sur la main, c'est un peu la même chose au niveau de la vulve et de la cavité vaginale, mais le glissement reste beaucoup plus longtemps. Si c'est simplement que votre réponse sexuelle elle est plus lente, ça peut être suffisant d'utiliser la lubrification à base d'eau et simplement que votre partenaire puisse vérifier si la lubrification est suffisante pour la pénétration ou bien non d'utiliser un jouet sexuel avec lequel vous allez avoir pénétration également. Tu peux utiliser la souris, tu peux juste cliquer dessus. C'est plus facile. Donc, la réponse sexuelle en absence de lésions médulaires, à comprendre par ce petit graphique ici, donc on voit le cerveau et la réponse sexuelle qui descend le long de la moelle épinière. Il y a des endroits assez spécifiques et importants pour la réponse sexuelle. Premièrement, au niveau des 12, qu'on peut voir ici, l'excitation psychogène descend du cerveau et sans blessure médulaire va se rendre jusqu'aux organes génitaux. Mais par contre, il y a une deuxième voie où l'excitation psychogène peut sortir au niveau des 12 et donc se rendre directement aux organes génitaux. Donc une lésion médulaire sous ce niveau-là n'impactera pas nécessairement l'excitation psychogène. Donc les stimulations non génitales d'origine psychique, donc, comme on disait tantôt, se faire caresser le bras, des petits becs dans le cou, fantasmer, se faire dire des mots doux, et ce sont des choses qui peuvent nous allumer. Ils vont être une stimulation au niveau psychique. Et cette excitation induit un influx nerveux donc, qui part du cerveau et descend le long de la moelle épinière jusqu'au niveau neurologique, soit des 12 pour ressortir, ou bien non, au niveau lombaire, au niveau du centre réflexe, et se rendre directement aux organes génitaux pour provoquer l'excitation sexuelle. Donc, le signal suit deux directions. Il quitte la moelle épinière, comme je disais, pour atteindre la vulve au niveau des 12, où il produit une excitation psychogène. L'influx poursuit également son chemin dans la moelle jusqu'au centre réflexe, où il renforce la réponse d'excitation. Donc, comme je disais, le deuxième en bas au niveau du sacrum, au niveau lombaire. Continuation de l'absence sexuelle en absence de lésions médulaires. L'excitation réflexe, comme on disait, ça se passe davantage vraiment au niveau de la base de la moelle épinière. La stimulation directe des organes génitaux produit un influx nerveux qui atteint le centre réflexe médulaire situé au niveau neurologique S2, S3, S4. Donc ça veut dire que vous vous faites caresser la vulve, peut-être pendant que vous recevez des soins au niveau du lavage. Donc une stimulation directe, un toucher direct au niveau du clitoris, des petites lèvres, même avec une pénétration au niveau de la vulve, peut arriver à déclencher le réflexe de la réponse d'excitation. Donc, cet influx sensitif déclenche alors un signal qui revient à la vulve et commande la réponse sexuelle. Donc, on fait un arc réflexe au niveau directement des organes génitaux jusqu'à la base de la colonne et on retourne immédiatement pour provoquer une réponse d'excitation sexuelle sans avoir besoin que cette information retourne au cerveau. Devant l'absence de lésions médulaires, qu'est-ce qui est important à savoir, c'est que l'excitation réflexe et l'excitation psychogène travaillent de pair ensemble. Et travaillent de pair ensemble pour améliorer justement la qualité de cette excitation et la fluidité de l'excitation qui reste à travers toute la réponse sexuelle. Devant une blessure médulaire, qu'est-ce qu'on va voir? C'est moins de communication entre ces deux niveaux de lésions médulaires et donc ça crée une réponse sexuelle qui est un peu plus fragile. Alors, si vous avez une lésion médulaire qui est au-dessus de D12, donc avant la deuxième porte de sortie ou la première porte de sortie pour se rendre aux organes génitaux, donc des lésions médulaires qui sont plus hautes, l'excitation réflexe, elle est conservée. Comme on disait, l'arc réflexe, alors un toucher directement au niveau des organes génitaux, à la base de la colonne, le signal réflexe retourne pour créer l'excitation sexuelle. Donc, avec une lésion au-dessus de D12, l'influx nerveux issu du cerveau ne peut atteindre le dorso-lombaire à moins d'une lésion incomplète. Donc, la voie de l'excitation psychogène est donc coupée, malheureusement. Alors, l'excitation sexuelle au niveau de se sentir allumé dans sa tête, d'avoir envie d'une relation sexuelle, d'avoir envie de caresses avec son ou sa partenaire, vont pas se rendre au niveau des organes génitaux et pas nécessairement provoquer l'excitation sexuelle. Si votre lésion médulaire elle est incomplète, ASIA B, C ou D, plus d'informations puissent se rendre. Il est possible que vous observez quand même une certaine excitation psychogène, mais tout dépend de chaque individu et évidemment chaque lésion médulaire.
Donc l'activité réflexe reste cependant inaltérée au niveau des organes génitaux. À savoir, par contre, c'est une excitation qui est un peu plus fragile. Alors on répond par réflexe, alors votre lubrification risque d'être présente, mais peut-être moins stable, et l'utilisation d'un lubrifiant artificiel pourrait quand même être intéressant afin d'éviter des plaies, surtout si vous avez des atteintes au niveau sensitif qui font en sorte que vous n'avez pas à ressentir l'irritation ou la douleur lors de la pénétration. Une lésion médulaire sous le S1. L'excitation psychogène est conservée, mais une atteinte neurologique complète inférieure à S1 affecte donc le centre réflexe de la lésion médulaire. Donc, aucune manipulation du vagin ne produit de lubrification, mais cette excitation psychogène, donc mentale, que ce soit par des caresses ou n'importe quel autre stimuli à l'extérieur de ceux-là, sans que ce soit directement au niveau des organes génitaux, peut provoquer l'excitation psychogène. Si vous avez une lésion de S1 à L3, les deux excitations, réflexe et psychogène, sont conservées. Donc, les deux modes d'excitation génitale sont préservés. Cependant, comme il n'y a pas de connexion entre les deux niveaux de la moelle épinière, la lubrification sera moins durable. Donc, entre L3 et D11, la lésion entraîne une perte plus ou moins importante de la composante psychogène. Donc, elle peut encore être présente, par contre, le signal est peut-être un peu moins clair. Et donc, comme les deux ne communiquent moins ensemble, ils ne travaillent pas de pair, moins de stabilité au niveau de la réponse sexuelle. À savoir, en général, aucune difficulté n'empêche des rapports sexuels chez la femme blessée médulaire. Le blocage que je revois le plus souvent, c'est des femmes qui disent de ne pas ressentir de plaisir, pas être bien à ne pas ressentir leur partenaire pendant la pénétration, pas trouver de plaisir nécessairement immédiatement dans les caresses et donc vivre un inconfort dans les relations sexuelles. Alors l'idée, c'est pas nécessairement de mettre une croix sur les rapports sexuels, mais certainement pas de vivre des rapports dans lesquels vous êtes inconfortable. Alors l'idée là serait de mieux trouver des moyens qu'on va explorer un peu plus loin pour arriver à augmenter votre plaisir sexuel, trouver moyen d'être présent à la relation et y trouver qu'est-ce qui vous convient. Donc, la fécondité et la capacité à donner naissance ne sont pas affectées. C'est des questions que je reçois énormément dans mon bureau privé, surtout après les premiers mois. Donc, les premiers mois, on peut souffrir de ménorrhée suite à une blessure médulaire, donc un arrêt des menstruations, qui souvent, après quelques mois, reviennent de manière tout à fait spontanée et naturelle. Donc, votre capacité de porter un enfant et votre fécondité également. À savoir, en termes de prudence, si ce n'est pas ce que vous souhaitez immédiatement, ou soit pour peut-être calmer certaines angoisses que vous avez de ne pas pouvoir porter un enfant plus tard. Donc, comme je disais, le cycle menstruel redevient normal quelques mois après un accident, s'il est altéré, mais ce n'est pas chez toutes les blessures médulaires que cela arrive. Aussi, une des plaintes les plus importantes, comme que je disais, plusieurs femmes vivent le manque de ressentir leur partenaire durant le coït. Donc, de dire, je sais que c'est en train d'arriver, mais je ne suis pas consciente de ce que mon partenaire est en train ou ma partenaire est en train de faire. Donc, je n'ai pas nécessairement de plaisir et même un inconfort à vivre des rapports sexuels ou l'utilisation d'un jouet sexuel avec le partenaire. Qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est accompagner la main le sexe de votre partenaire pendant les rapports. Assurez-vous d'adopter des positions permettant de peut-être voir les mouvements de va-et-vient, aussi simple que faire l'amour dans un éclairage au minimum tamisé. Et aussi, votre partenaire peut communiquer avec vous verbalement ses gestes pour que vous ayez mieux conscience de ce qui est en train de se passer. Autre bonne stratégie pour mieux vivre sa sexualité suite à une blessure médulaire, redécouvrir les zones de plaisir, c'est de se donner le temps de redécouvrir son corps qui a énormément changé suite à la blessure médulaire. Une stratégie que vous pouvez faire, c'est d'utiliser un miroir comme support d'éducation sexuelle en termes de toucher, qu'est-ce que je ressens, mon corps réagit comment, donc de placer un miroir pour qu'on puisse s'examiner et explorer sa vulve. Explorer le potentiel sensitif des zones érogènes et non érogènes, soit seul ou avec l'autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de peut-être vous installer confortablement dans une position où vous pouvez explorer un peu votre corps, que ce soit avec un jouet sexuel, si vous avez une blessure médulaire complète et haute, d'explorer les zones érogènes au-dessus de la lésion médulaire qui sont souvent surinvesties, deviennent plus sensibles, comme au niveau des oreilles, des lèvres, la langue, le cou pour certaines personnes, les oreilles, en continuant vers le bas selon votre niveau lésionnel, les seins, les mamelons, au niveau des côtes,
Donc, ça, c'est des zones qui peuvent devenir particulièrement sensibles si elles sont au-dessus de notre niveau de lésion médulaire. Et donc, de se permettre de découvrir ces réactions sexuelles afin d'apprendre à les contrôler. Donc, les premiers rapports sont souvent un peu déstabilisants. Je peux penser à des clientes qui parlent de le bonheur de retrouver une sexualité, mais en parallèle, la détresse de ressentir que cette sexualité-là, elle est très différente d'avant et elle est inquiète de ne pas nécessairement pouvoir retrouver le plaisir. Donc, de vous donner le temps de réapprivoiser ces relations-là, que votre corps est différent, garder une communication ouverte avec votre partenaire, puis ensuite de voir votre réactivité, justement, est-ce qu'il y a des zones que vous ressentez davantage, est-ce que votre corps provoque des réactions, et aussi d'observer, comme que je disais au niveau de l'excitation réflexe, c'est pas parce que vous ne le ressentez pas que votre corps ne réagit pas. Donc, de pouvoir observer peut-être que vos seins deviennent encore gonflés, les mamelons en érection, des fois des plaques rouges qui sortent au niveau du torse, votre respiration qui accélère, le rythme cardiaque qui accélère. Chez certaines personnes, ça peut aller jusqu'à vivre de la dysréflexie, donc de faire attention et d'observer et de rebaisser sa pression, de prendre une pause si c'est le cas qui arrive. Mais dans cette idée-là d'observer que même si vous ne ressentez pas nécessairement qu'est-ce que votre partenaire est en train de vous faire, que votre corps réagit sûrement à la relation sexuelle. Et donc, il est possible aussi d'arriver à un déclenchement orgasmique, encore une fois, selon votre lésion médulaire. Et qu'est-ce que j'entends le plus souvent, c'est des gens qui décrivent un orgasme qui est moins proche des organes génitaux, qui émane davantage de l'interne, comme une vague de chaleur qui passe par-dessus leur corps. Alors, de vous donner le temps de découvrir et redécouvrir les réactions que vous avez au niveau de votre corps. Donc, explorer les zones suslésionnelles pouvant devenir hyper réceptives et provoquer des para-orgasmes. Alors, comme que je disais, les zones au-dessus de la lésion médulaire deviennent surinvesties par le cerveau, particulièrement si on a des atteintes sensitives ou une lésion médulaire complète. Donc, les zones au-dessus de la lésion médulaire deviennent hypersensibles, pas nécessairement en tout temps, particulièrement avec l'excitation sexuelle, et deviennent surinvesties. Alors peut-être qu'avant vous aimiez vous faire caresser au niveau du cou ou embrasser, mais peut-être que maintenant c'est ces zones-là qui peuvent permettre d'arriver à un déclenchement orgasmique. Peu déstabilisant la première fois qu'on le vit, mais de se permettre d'avoir cette ouverture à comment est-ce que mon corps réagit maintenant. Passons maintenant au niveau de l'image corporelle qui peut changer suite à une lésion médulaire et comment est-ce qu'on fait pour le réapprivoiser et redevenir à l'aise dans son corps. Quelques pistes de réflexion que je vous pose et je vous invite à vous questionner. Comment votre corps a-t-il changé, tant au niveau soit de l'image, au niveau sensitif? Comment est-ce que vous voyez en général? Quelle est l'image? C'est quoi le monologue interne que vous avez à propos de votre corps? Puis est-ce que vous pouvez changer peut-être certains propos ou certaines pensées plus négatives que vous avez envers votre personne en focalisant davantage sur les aspects que vous aimez encore? Comment est-ce que votre corps réagit au toucher? Justement, à travers l'observation, de pouvoir voir, même si certaines zones ne réagissent plus nécessairement comme avant ou ne réagissent plus, il y a encore certainement plusieurs zones de votre corps qui apprécient le toucher, qui réagissent au toucher. Et peut-être que avant, vous aimiez être chatouillé, maintenant, peut-être que c'est plus gratté ou massé. Donc, de prêter attention à ce qui fonctionne pour vous maintenant. Et donc, a-t-il des zones plus sensibles, plus réactives? En revenant à la diapositive d'avant, en repensant à ce surinvestissement qui est possible de certaines zones érogènes suite à une lésion médulaire. Et aussi, comment est-ce que vous voyez sur le plan sexuel? Très souvent, je rencontre des femmes qui ont l'impression de ne plus être sexuelles, de ne plus être sexuées, de ne plus être désirables, puis devant elles, souvent un partenaire ou une partenaire qui souhaite encore avoir des relations avec elles. Donc, cette idée-là de se retourner vers soi-même et de voir qu'est-ce que j'ai encore qui puisse être attirant et surtout, est-ce que je peux voir les réactions de l'autre si quelqu'un a envie d'être avec moi? Est-ce que je peux me laisser être ouverte à recevoir ce désir-là et peut-être avoir un impact sur la manière que je me vois moi-même? Donc, le corps a changé encore. Les séquelles de la lésion médulaire vous imposent de chercher un nouveau style de vie. Et donc, c'est de vous permettre le temps de vous y adapter. Comme toutes les autres choses que vous avez à changer dans votre vie, pas par choix, mais par obligation, c'est la même chose au niveau de l'intimité sexuelle. Mais souvent, je reçois des gens qui ont l'impression de dire « j'adapte tout le reste, je ne veux pas en plus adapter ma vie sexuelle ».
Mais sans penser à ces changements-là, on s'empêche de peut-être profiter des plaisirs potentiels qui peuvent être là. Alors, de penser à votre intimité, votre vie sexuelle, comme tout le reste. Vous vous déplacez différemment, vous vous habillez différemment, vous cuisinez différemment, vous faites vos loisirs différemment, mais vous continuez à faire toutes ces choses-là. Alors, on peut continuer aussi à faire l'amour, mais différemment, et donc de vous permettre le temps de vous y adapter, comme pour les autres habiletés et habitudes de vie. Pour récupérer votre estime de vous-même, je pense que c'est important de prendre le temps de se connaître, d'apprivoiser son corps, mais aussi de soigner son apparence. Si vous allez en physio, s'il y a des choses que vous ne pouvez plus porter, ou simplement vous allez porter un t-shirt puis un pantalon confortable, assurez-vous de mettre un t-shirt qui vous plaît, un pantalon dans lequel vous vous sentez bien, ou une jupe. Si vous avez à vous coiffer ou demander à quelqu'un de vous coiffer, assurez-vous de demander des choses qui vous plaisent. Et donc, aussi sortir puis reprendre certaines activités qu'on trouve plaisantes, sortir de sa zone de confort et pas simplement refuser ou pas participer parce qu'on ne peut pas le faire comme avant. Si vous êtes en couple ou même avec un nouveau partenaire, l'idée c'est de prendre le temps de se retrouver ou de se découvrir pour une première fois. Donc de partager, caresser, y aller par étapes, de découvrir ce nouveau corps et tisser l'intimité de manière progressive. Donc si c'est un nouveau partenaire, ça pourrait être de parler de l'intimidation qu'on ressent, peut-être les inquiétudes que l'on vit, soit par rapport aux incontinences, réactions dans notre corps, à la capacité de bien participer aux relations. Puis souvent, si c'est un nouveau ou une nouvelle partenaire, mais cette personne-là ne sera pas étonnée de votre état et le sait déjà peut-être que vous êtes justement en fauteuil ou que vous vivez avec une blessure médulaire. Donc, ne sera pas nécessairement surpris puis de voir que cette personne-là a toujours envie de partager cette intimité physique avec vous. Donc, de vous donner le temps et peut-être d'y aller par étapes sans que ça devienne nécessairement sexuel de manière immédiate. Même chose pour les couples établis en ressortant de l'hôpital ou centre de réadaptation. Si vous avez fait une croix sur votre intimité, simplement commencer peut-être par l'affection, par se caresser, s'allonger ensemble et progressivement explorer l'intimité jusqu'à retrouver la sexualité qui vous convient. Les plaisirs au pluriel, j'ai fait le choix de devenir sexologue dans la vie, donc je crois que la sexualité est fondamentale à l'humain et je vous encourage à vous permettre de trouver le bon moyen d'exprimer votre intimité, même si c'est différent d'avant. Donc, une lésion médulaire n'empêche pas les plaisirs et nombreux sont les blessés médulaires qui pratiquent sans réserve les jeux sexuels. Et c'est quelque chose que je travaille régulièrement dans mon bureau, les gens qui viennent me voir. Et qu'est-ce que je vois surtout, c'est je ne veux pas nécessairement trouver le truc parfait ou leur montrer exactement comment faire pour retrouver une sexualité. Simplement, souvent, je leur redonne le courage d'essayer, d'explorer et de prendre le temps de trouver comment vivre leur sexualité à nouveau. Donc, il n'est pas possible de savoir à l'avance ce que seule l'expérience peut nous enseigner. Alors, je vous encourage grandement à sortir de votre zone de confort et vous permettre d'explorer, d'essayer. Et si ça ne marche pas initialement, c'est pas grave, que ce ne soit pas dramatique, vous pouvez en rire et continuer d'explorer ce qui est possible. Pour nourrir son désir, souvent suite à une blessure médulaire, on peut ressentir, comme je disais, un peu les atteintes au niveau de son sentiment de désirabilité, que c'est peut-être rendu plus compliqué. On peut avoir de la fatigue, chez certaines personnes de la douleur. Tous ces facteurs peuvent venir affecter le désir. Alors, comment est-ce qu'on fait pour réinvestir justement ce désir? Donc, ouvrir les horizons à toutes les dimensions de la sexualité. La sexualité, c'est loin d'être simplement une pénétration ou des caresses génitales. Il peut y avoir de la masturbation mutuelle, il peut y avoir de l'amour oral, simplement de s'embrasser comme des adolescents le font, prendre un bain ensemble, se le dire simplement qu'on a envie. Je peux penser à quelqu'un avec qui j'ai travaillé qui avait une blessure médulaire, mais aussi également énormément de douleur au-dessus de la lésion médulaire et arrivait certaines journées où c'était juste pas possible de considérer avoir une relation sexuelle et même si le couple avait planifié du temps d'intimité, alors cette personne-là pouvait choisir de guider sa partenaire pendant qu'elle se touchait puis se sentir très excitée par qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Donc, il y a tellement de moyens de vivre son intimité. Arrêtez-vous pas à vivre la sexualité d'une certaine manière et que si ça, c'est pas possible, donc la sexualité serait impossible. Aussi, prenez le temps de prolonger les préliminaires. Souvent, qu'est-ce que je vois quand la sexualité devient plus compliquée, plus lourde, moins plaisante, on a tendance à accélérer et passer rapidement
à travers les différentes phases ou faire les différentes étapes, un peu ou presque, pour en finir. Donc, on ne se permet pas nécessairement de laisser monter l'excitation, de donner le corps à son temps de s'ajuster. Et donc, de favoriser un répertoire sexuel large, les caresses bucco-génitales, la masturbation mutuelle, les séances simplement de caresses. Et donc, de rechercher des zones érogènes secondaires, la bouche, les oreilles, les épaules, les seins. Et les zones, comme je disais, au-dessus de la lésion médulaire, sont souvent surinvesties et donc beaucoup plus sensibles auparavant. Donc, je vous encourage à donner libre cours à votre imagination, que ce soit seul pour découvrir de nouveaux moyens pour vous masturber ou que ce soit à deux. Très souvent, c'est pas moi qui va nécessairement trouver la bonne solution pour un couple ou un individu avec lequel je travaille, mais simplement nous discutons d'idées et souvent ils reviennent dans mon bureau. Nous avons essayé ça, j'ai pensé à telle solution, qu'est-ce que tu en penses? Voici qu'est-ce qui marche pour moi. Alors, c'est simplement de vous permettre cette exploration-là en commençant à découvrir votre corps étape par étape et essayer certaines stratégies ou certains jouets et voir quelles zones de votre corps ont l'air de répondre et surtout investir les plaisirs qui sont présents après vous avoir donné le droit d'être déçu ou triste des plaisirs qui ne sont plus. Donc, pour retrouver la confiance de séduire, retournez à votre essence initiale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous êtes un vieux couple, comment est-ce qu'on faisait pour commencer avant? C'est quoi les activités qu'on aimait faire en couple? Comment est-ce qu'on se retrouvait? Qu'est-ce qui créait une soirée romantique? Et même si on ne va pas le faire exactement de la même manière, comment est-ce qu'on peut retrouver un peu qu'est-ce que nous étions? On aimait jaser, faire des activités ensemble. On peut peut-être plus faire la même activité, mais peut-être qu'on peut sortir puis faire une activité autre et quand même avoir ce temps de qualité ensemble. Je peux penser à une dame avec laquelle j'ai travaillé qui était très intimidée, puis elle disait, avec son conjoint qui avait tendance à sortir, faire beaucoup d'activités ensemble, elle trouvait très difficile de ne pas pouvoir faire comme avant. Puis elle disait, mais finalement, on a commencé à simplement aller se promener en auto, d'arrêter à certaines places qu'on n'aurait pas pris le temps d'arrêter, certains points de vue autour de la ville et jaser, discuter, se mettre de la musique, puis finalement de se retrouver de cette manière-là. Donc très différent de ce qu'ils faisaient avant, mais pas si différent dans le sens de simplement passer du temps ensemble, se retrouver, donner du temps au couple. Alors, tout est possible, permettez-vous de l'essayer. Il faut savoir aussi s'adapter aux limites de la réalité et mettre en valeur ses possibilités. Donc, de vous permettre un peu une période pour être triste de qu'est-ce qui n'est pas là, mais ensuite de savoir qu'est-ce qui est possible et donc concentrer davantage les énergies sur les plaisirs potentiels, les plaisirs qui sont présents, qu'est-ce que vous pouvez faire et moins mettre d'énergie dans qu'est-ce qui vous dérange ou qu'est-ce qui est triste ou qu'est-ce qui est manquant. Au niveau de la séduction, c'est souvent des questions que je reçois. Votre pouvoir de séduction dépend surtout de votre attitude. Donc, c'est pas simplement le fait d'être en fauteuil ou pas en fauteuil, mais pensez aux caresses, pensez à votre sourire, pensez à l'énergie que vous dégagez. Plus vous êtes dans la négativité, plus c'est difficile d'attirer les gens. Plus vous êtes dans la joie de vivre, d'aller vers l'avant, plus vous allez dégager cette énergie. Et souvent, c'est ça qui fait en sorte que les gens ont envie d'être avec vous. Donc, de développer votre confiance en vous-même, de ne pas vous déprécier. Beaucoup plus facile à dire, je le sais, qu'à faire, mais ça passe par des petites étapes à regagner confiance dans les activités que vous pouvez faire, dans le plaisir que vous pouvez avoir à participer à certaines activités, même si c'est simplement dans votre présence, à échanger et non de vous isoler. Donc, la satisfaction sexuelle reste un phénomène subjectif et donc c'est vraiment à vous de trouver la vôtre. Quelques suggestions de lecture si ça vous intéresse ou le souhait d'aller plus loin. Parlons maintenant un peu des aides techniques externes, qu'est-ce qui peut aider au niveau des relations sexuelles. On va regarder rapidement les effets de la médication et les traitements pharmacologiques. Les aides techniques, donc qu'est-ce qu'on peut utiliser pour améliorer la qualité de sa réponse sexuelle. Les incontinences, les cathéters, les positions et accessoires qu'on peut utiliser. Certaines médications peuvent perturber la réponse sexuelle. Important à savoir, puis je vous encourage à en discuter avec votre médecin. Donc, les analgésiques puissants, les sédatifs, les relaxants musculaires, plusieurs antidépresseurs, certains anxiolytiques peuvent nuire à la réponse sexuelle, que ce soit en diminuant votre désir, que ce soit en diminuant la lubrification vaginale. Certaines médications vont avoir un effet sur le déclenchement de l'orgasme. Donc, on sent qu'on arrive proche, mais qu'on n'arrive pas à déclencher l'orgasme, ou une diminution de la qualité de l'orgasme. Alors,
qu'est-ce qui est intéressant, c'est d'en prendre note, quand est-ce que ça a changé, à quel moment quand la médication elle est embarquée, et ensuite avec votre médecin, peut-être possible d'ajuster le dosage, la molécule, d'ajouter possiblement dans certains cas un antidote, ou simplement de savoir que c'est la médication qui fait effet, puis c'est pas quelque chose d'autre que vous vivez, peut aider à mieux vivre sa réponse sexuelle ou arriver et se motiver à détourner. Comme par exemple, lorsque la médication affecte davantage le désir sexuel, lorsque la médication affecte davantage le désir sexuel, c'est possible de contourner cette réalité-là en simplement planifiant des moments pour les relations intimes, sans obligation de vivre une relation sexuelle, s'allonger ensemble, commencer à discuter, peut-être se caresser, commencer à s'embrasser. Et très souvent, par lui-même, le désir va embarquer et on a envie d'aller plus loin dans la relation sexuelle, mais il faut absolument que ça soit très compris, qu'on se donne le droit à arrêter si le désir ne monte pas. La seconde qu'on ressent l'obligation, la nécessité, l'inquiétude que l'autre sera déçu, si on arrête, on bloque le tout. Et donc, important d'avoir cette discussion-là ouverte avec notre partenaire. Donc, comme je disais, au niveau de la médication, aborder le sujet avec votre médecin. Donc, documenter les changements à votre réponse sexuelle. En arrivant à votre rendez-vous, bien préparé en disant c'est à partir de l'ajout de telle molécule, telle médication, à tel changement de dosage, j'ai remarqué telle difficulté sexuelle qui se présente à telle fréquence, telle intensité, peut énormément aider votre médecin à vous diriger vers les bonnes ressources ou chercher des pistes de solutions. Et permettez-vous de questionner les effets secondaires de votre médication sur la fonction sexuelle et de discuter de solutions. Très souvent, malheureusement, qu'est-ce que je remarque, les médecins vont peut-être soit pas du tout parler des effets secondaires ou vous présenter les effets secondaires de manière générale sans parler des effets secondaires sur la médication. Si votre médecin vous en parle, tant mieux, mais empêchez-vous pas de poser la question. Puis une autre bonne ressource aussi, c'est de vérifier avec votre pharmacien si votre médication peut avoir un impact au niveau de la fonction sexuelle. Donc, au niveau des traitements pharmacologiques, on va parler des inhibiteurs de la phosphodiéstérase de type 5. Donc, le Viagra, le Cialis et le Levitra peuvent être utilisés par les femmes avant la stimulation sexuelle pour améliorer l'engorgement des tissus et favoriser la sensibilité génitale, selon le niveau lésionnel. Souvent, quand on parle de ces médications, on a l'impression que ce sont des pilules du désir, que c'est juste pour les hommes. En fait, pas du tout. Elles marchent avec le désir. Et certains médecins vont être frileux à les prescrire chez les femmes parce que les études n'ont pas été très loin, mais ces médications-là ont été pas développées pour la sexualité, ont été développées pour les personnes ayant des troubles cardiaques comme vasodilatateurs et ont remarqué un effet secondaire intéressant. Puis cet effet secondaire-là était observé chez les femmes également, mais vous devez à la base avoir encore une certaine sensibilité, une certaine réactivité, augmenter la réponse sexuelle. Devant une lésion médulaire complète et haute, c'est possible que ça n'aurait pas d'impact, cette médication. Donc, comme je disais, c'est pas du tout une pilule du désir. Ça provoque pas de troubles cardiaques. Souvent, on entend cette inquiétude-là. Ah, mais le Viagra, le Cialis, ça cause des troubles cardiaques. D'où ce mythe urbain vient, c'est le fait qu'ils ne peuvent être mélangés avec certaines médications pour cardiaque, donc à base de nitrite. Alors, quelqu'un qui prend déjà une médication ou qui a déjà des conditions au niveau des vaisseaux sanguins ou des conditions au niveau cardiaque ne peuvent pas prendre ce type de médication. Donc, il y a moins d'options pour les femmes, mais on peut quand même utiliser vibromasseur si vous avez une certaine sensibilité pour voir la réactivité. Utiliser, comme je disais, lubrifiant artificiel, soit à base d'eau ou silicone. Et on va voir, il y a également certains meubles ou supports qu'on peut utiliser qui peuvent aider dans certains positionnements sexuels. Déjà là, si vous avez un lit d'hôpital à la maison, pas se gêner de lever le dossier, plier les jambes et utiliser le lit ou même ces échelles de lit pour se retourner, pour se tenir, pour s'appuyer lors des relations sexuelles. Donc, on peut voir ici différents meubles aux deux extrémités, mais également dans le centre, c'est un manche qui se fixe à une barre d'appui que vous avez peut-être dans la salle de bain et qui tient pas mal n'importe quel vibromasseur. Alors, si jamais, vous pouvez ensuite l'orienter dans le sens que vous voulez pour arriver à une stimulation qui pourrait être très plaisante. Je vous le souhaite. Un site canadien intéressant et discret que j'aime bien, je n'ai pas de pourcentage de vente sur ce site, n'inquiétez-vous, mais Come As You Are ou le site Venez tel quel
est un site avec énormément de jouets sexuels. C'est une coopérative en Ontario qui livre, et venez tel quel, le site maintenant disponible en français, livre de manière très discrète. J'ai jamais eu de plainte par rapport au mauvais service à la clientèle. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est très facile de magasiner en ligne. C'est vraiment fait comme pour un site pour magasiner des souliers ou autres, versus d'autres sex shops qui veulent surtout que vous veniez en magasin. Donc, on peu de produits sur le site web. Eux, tous leurs produits sont disponibles sur le site web. Alors, des fois, un peu plus facile que se déplacer en magasin. Au niveau des sondes urinaires, porter une sonde suspienne ou vesicale n'empêche pas du tout les rapports sexuels. Si la sonde est au niveau vesical, je peux penser à des femmes qui ont peur de la douleur ou de la déplacer. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des solutions. Si qu'est-ce qui vous dérange, c'est surtout au niveau de l'image ou de dégoûter la personne avec qui vous êtes. Ça, c'est des choses qui se discutent peut-être avant d'arriver dans la nudité ou avant d'arriver au cœur de l'action, d'avertir l'autre personne, d'en parler. Puis souvent, c'est beaucoup plus vos anxiétés qui sont présentes que réellement l'autre personne qui est dérangée par cette réalité-là. Si vous portez une sonde vesicale, il est possible de la garder en place, donc de bien la lubrifier avec une gelée soluble ou votre lubrifiant, puis ensuite de fixer avec un ruban adhésif selon qu'est-ce que vous sentez plus à l'aise, votre pubis ou le ventre. D'autres préfèrent retirer la sonde lorsque la vessie est vide. C'est possible de laisser l'urine s'accumuler pendant de 3 à 4 heures, mais ensuite il faut évidemment quelqu'un pour revenir poser la sonde par la suite. À l'occasion, selon le niveau et les différents types de lésions, une stimulation de la région génitale durant l'activité sexuelle peut occasionner une élimination soudaine, pas toujours. Si c'est le cas que vous avez peur d'incontinence, important d'ouvrir ce dialogue-là avec la personne avec qui vous êtes. Donc, de bien vider sa vessie avant l'acte sexuel, de suivre une routine intestinale adéquate pour minimiser les possibilités d'incontinence, mais aussi on peut installer peut-être un petit piquet ou simplement aborder ça avec la personne avec qui on partage des relations intimes. Puis finalement, souvent, c'est beaucoup plus dérangeant pour nous cette peur que réellement ce l'est pour l'autre personne. Donc, je vous encourage à dialoguer avec la partenaire afin d'éliminer certaines craintes et développer un plan B en cas d'incontinence. Si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on réagit? Puis évidemment, des fois dans le cœur de l'action, des fois le plan est différent, mais au moins de sentir que vous pouvez diminuer votre anxiété, parce que si ça arrive, vous savez que vous êtes mis d'accord sur un plan d'action avec l'autre personne. Vous pouvez aussi placer une petite serviette ou un piquet sur le lit. Alors en cas d'incontinence, c'est beaucoup plus facile en termes d'entretien, si on veut. Ensuite, explorez vos potentiels de position. Quelque chose que j'entends souvent, c'est que je ne sens pas que je participe beaucoup. Je ne sens pas que je suis très présente à la relation sexuelle. J'ai peur que ça soit plate. Alors, souvent, qu'est-ce que je fais, c'est de regarder avec mes clientes avec qui je travaille, c'est quoi les positions dans lesquelles elles peuvent se retrouver, puis de s'inspirer de est-ce que pour dormir, c'est quoi dans les positions dans lesquelles vous vous placez, est-ce que vous avez dans les techniques d'habillage différentes manières que vous vous retournez, que vous vous placez, les techniques que vous utilisez pour vos retournements, certains exercices que vous avez appris en physiothérapie ou en kinésiologie, et de penser, est-ce que ça peut devenir des positions sexuelles? Puis, souvent, je vois des lumières qui s'allument en disant, ah ben oui, ça pourrait être intéressant. Et comme je disais aussi, de pouvoir utiliser, si vous avez un lit d'hôpital à la maison, un lit électrique, pour bouger cette pièce d'équipement-là afin de vous aider à garder un meilleur contact visuel, à être présent différemment. Et aussi, ça peut être de penser à ce que votre partenaire puisse prendre vos mains si vous avez moins de mobilité, puis suivre, donc pour aider au toucher. Et c'est pas toujours obligé d'être dans le lit. Ça peut être au fauteuil roulant, attention à mettre ses freins, dans la chaise d'aisance, le banc de douche, le divan, si vous pouvez transférer. Et donc de penser à comment est-ce que vous pouvez employer différents meubles à la maison. Un couple avec lequel j'ai travaillé, madame disait que lorsque son conjoint s'assoyait sur la table de la cuisine, c'était vraiment parfait, qu'elle pouvait juste rouler puis était vraiment à la bonne hauteur pour qu'elle puisse faire une fellation. Donc, votre table commode était de la bonne hauteur pour que votre partenaire s'y installe et que vous puissiez offrir des caresses bucco-génitales.
Ici, quelques positions intéressantes, mais dans cette idée-là que comment je travaille avec les gens en général, c'est souvent parce qu'il n'y a pas nécessairement un livre pour toutes les blessures médulaires ou qui va convenir exactement à votre réalité. Donc, n'importe quel livre, image, recherche sur Google, sur les positions sexuelles. Puis souvent, je dis à mes patients, regardons ensemble, puis qu'est-ce qui peut être possible? Puis même si ce n'est pas nécessairement des positions qui sont spécifiques aux blessures médulaires ou spécifiques à votre blessure médulaire, comment est-ce que ça peut quand même devenir une position sexuelle? Si on prend en exemple la position du haut, d'être couché sur le côté, donc c'est le fait d'être bien appuyé contre votre partenaire, puis si vous avez l'inquiétude de rouler vers l'avant, possiblement simplement de placer un oreiller devant vous pour mieux vous soutenir, coucher sur le dos, puis ensuite si vous avez un lit électrique, de jouer avec peut-être les angles du lit ou de mettre des coussins derrière vous pour vous remonter, pour peut-être avoir une meilleure visibilité si vous sentez que couché vers l'arrière, vous n'arrivez pas à participer suffisamment à la relation. Celle du bas, avec les jambes placées par-dessus votre partenaire, peut permettre différentes... le partenaire peut rouler sur sa hanche et permettre différents types de sensations, différentes positions. Alors ici, c'est juste quelques exemples, c'est pas du tout une liste exhaustive, mais l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui peut être possible pour vous. Certaines questions que je reçois fréquemment dans mon bureau, très souvent, est-ce que je peux avoir des relations sexuelles suite à ma blessure médulaire? Absolument. En tant que femme, si vous souhaitez vivre une pénétration, ma seule mise en garde serait de s'assurer que vous avez une lubrification vaginale qui est suffisante, surtout si vous avez de grandes atteintes sensitives et vous ne pouvez pas ressentir le coït, pour éliminer le plus possible la possibilité d'avoir des petites lésions au niveau de la vulve qui peuvent s'infecter, provoquer des infections urinaires ou créer des irritations au niveau de la vulve. Donc, ce serait simplement, si vous avez une lubrification vaginale naturelle qui est suffisante, le partenaire ou la partenaire peut simplement vérifier, mais sinon d'utiliser un lubrifiant artificiel. Est-il possible de porter un enfant? Absolument. Puis si vous ne souhaitez pas devenir enceinte, assurez-vous d'utiliser des moyens de contraception. Ça va simplement faire que votre grossesse va être identifiée comme étant une grossesse à risque. Pas qu'il y a nécessairement de risque pour l'enfant, mais le fait que vous n'avez pas tous les mêmes ressentis, vos suivis, vos grossesses risquent simplement d'être beaucoup plus rapprochés que d'espacer au mois. Mais sinon, il n'y a pas d'autres contre-indications d'avoir une relation ouverte avec votre médecin. Comment vais-je faire pour retrouver le plaisir sexuel si je ne ressens rien? Ça, c'est à vous de le découvrir, possiblement en vous concentrant sur les zones érogènes qui sont au-dessus de la lésion médulaire, en gardant une communication ouverte avec la personne avec qui vous avez des relations sexuelles, de vous donner le temps de découvrir comment votre corps va marcher et progressivement d'arriver à amener votre focus sur les plaisirs sexuels qui sont présents et non les plaisirs sexuels qui sont manquants. Sur ce, je vous dis merci. J'ai le souhait d'avoir répondu à certaines de vos questions et surtout, je vous encourage grandement à aller de l'avant et poursuivre votre exploration au niveau de votre sexualité. Bonne journée.